C'est l'heure du grand dossier. Soyez bien évidemment les bienvenus sur LCI. Aujourd'hui, cette question, cet enjeu, Trump, son plan pour frapper les mollahs. Le président américain mettra-t-il à exécution ses menaces de, je cite, frapper fort en l'Iran si le régime continue à réprimer la fronde populaire? Donald Trump prévient encore et encore, les États-Unis interviendront s'il y a des morts. Il y a des morts, il y en a beaucoup. Et s'il frappe alors, qui ? Où, comment, il le dit, toutes les options sont sur la table, on les examinera ensemble. Et puis du côté du régime, a-t-il encore les moyens de riposter? Y a-t-il le risque d'une riposte à la riposte qui serait dévastatrice? Téhéran se dit ouvert au dialogue, accord sur le nucléaire, sur le pétrole. Alors, vers la chute du régime des mollahs, 47 ans après la révolution, que sait-on à cette heure de l'ampleur des manifestations, de la répression du régime malgré une guerre de l'obscurité? Internet coupé. Entendez dans un instant ce témoignage fort, très fort, il est courageux, d'une Iranienne qui vient de fuir son pays et qui a pris tous les risques pour nous répondre. Mais donc, quel est le plan de Trump contre les mollahs? Quelle capacité du riposte du régime? Écoutez, regardez. Ils envisageront des choses, des cibles qu'ils n'imagineraient même pas. S'ils font ça, nous les frapperons à des niveaux qu'ils n'ont jamais subis auparavant et ils n'en croiront pas leurs yeux. La République islamique d'Iran ne cherche pas la guerre, mais est tout à fait préparée pour la guerre. Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Magali Barthès. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes éditorialiste international TF1 LCI. Bonjour colonel Michel Goya, merci également d'être avec nous. Vous êtes consultant militaire LCI, auteur du livre Théorie du combattant aux éditions Perrin. Bonjour à vous Bernard Hourcade, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et spécialiste de l'Iran. Et bonjour à vous Maïa Monchipour, merci infiniment de prendre le temps d'être avec nous une nouvelle fois sur LCI. Champion du monde de boxe français d'origine iranienne, merci vraiment de prendre le temps. Je le disais, le grand dossier Trump, son plan pour frapper les mollahs, c'est parti. Les dernières images, c'est ce régime qui reste redoutable dans l'art de la répression. L'Iran barricade les rues, les réseaux. Téhéran affirme que la situation est totalement sous contrôle après les violences du week-end. Mais dans l'obscurité de la coupure d'Internet à l'échelle nationale, c'est bien la répression toujours et encore qui se déploie. Coupure d'Internet, blocage de WhatsApp, Téhéran, redoutable dans l'art de la répression. On va plus loin ensemble, Magali Barthès. Magali, d'ailleurs, on va commencer, je le disais en introduction, avec un témoignage très fort. Oui, un témoignage que la rédaction de LCI a recueilli tout à l'heure. C'est une Iranienne qui a réussi à fuir Téhéran et qui nous raconte, elle nous raconte au téléphone des véritables scènes de guerre. Évidemment, son identité reste cachée, mais ces scènes de guerre, de toute manière, on les a vues en images, on les a entendues. Et puis elle nous raconte aussi ces miliciens du régime à moto qui sèment la terreur dans les rues et poursuivent les manifestants. Écoutez quand elle nous raconte la solidarité des Iraniens face à la violence de la répression. Une vingtaine de personnes rejoignaient la manifestation sur la place principale. Des motards les ont suivis. Ils étaient 10, peut-être 15. En s'enfuyant, les manifestants ont couru dans notre rue. Tous les habitants attendaient derrière leur porte pour leur ouvrir. Ils ont pu se réfugier. Les motards sont arrivés jusqu'au milieu de la rue. Mais tous ensemble, on a crié des slogans. C'était très beau, la rue tremblait. Les motards ont eu peur et se sont enfuis. Ces jeunes-là, ils ont eu de la chance, entre guillemets, bien sûr, Magali Barthès, mais combien sont tombés sous les balles? 200, 400, plusieurs milliers. Certains parlent de 4 à 5 000 personnes tuées. Il y a eu 10 000, jusqu'à 10 000 arrestations d'après certaines ONG. Regardez ces images où on voit ces sacs mortuaires qui ont été laissés ainsi sur le bord de la route. On voit ces familles qui cherchent à retrouver leurs proches parmi ces dépouilles. Notre témoin, cette Iranienne, toujours elle, nous raconte au téléphone tout à l'heure ces hôpitaux qui sont saturés, les forces de l'ordre aussi qui tirent et qui vise les yeux des manifestants. Elle parle d'un véritable massacre. La situation est terrible. Ils sont en train de massacrer le peuple. J'ai des nouvelles de l'hôpital Farabi. Là-bas, il y a 600 personnes à qui on a dû enlever un œil vendredi.
À Naziabad aussi, il y a un petit hôpital où 24 personnes sont entrées en réanimation au cours de la nuit. Elles sont toutes mortes. Les infirmières nous ont dit qu'au petit matin, des camionnettes du gouvernement sont venues et ont enlevé les dépouilles de la morgue. Alors l'un des visages de cette répression, c'est cette jeune femme, une jeune kurde qui s'appelle Rubina Aminian. Elle a 23 ans, elle était étudiante en stylisme à Téhéran. Jeudi dernier, après les cours, elle décide de rejoindre la manifestation. Eh bien, elle a été tuée d'une balle dans la tête. Et d'après sa famille, qui raconte à l'ONG Iran Human Rights, elle a été tuée donc dans le dos. Et sa famille a eu toutes les peines du monde, là aussi, à récupérer sa dépouille. Et la BBC en persan relève beaucoup de témoignages sur ces personnes qui ont même dû payer pour récupérer les corps de leurs proches. Ce qui est frappant, c'est que la télévision d'État, elle aussi, elle diffuse les images de la morgue. Regardez, ça c'était sur la télévision officielle. Laisser entrer les caméras, c'est quand même une façon pour le régime d'envoyer un message qu'il n'hésitera pas à tirer sur, s'il le faut, dans les médias officiels. De toute manière, ces protestataires, ils sont dépeints comme des terroristes, comme des criminels qui mettent à feu et à sang les bâtiments officiels et les mosquées. Il y a des forces de sécurité qui ont été tuées aussi ces derniers jours. Et Magali, on a vu, allez, on va dire, deux rues qui semblent s'affronter. On retrouve aussi des manifestations dites spontanées, mais on le sait, extrêmement encadrées, pro-régime. Image ici, en effet, de cette grande manifestation de soutien orchestrée, en effet, vous avez raison, par le régime, véritable démonstration de force des mollahs. Les mollahs, ils ont besoin de reprendre l'initiative en ce moment pour faire passer le message qu'ils ne sont pas affaiblis, qu'ils gardent une base soi-disant solide. On a aussi aperçu dans ce cortège le président iranien, le président Pezeshkian, on le voit là, au milieu, en train de marcher et de défier aussi les Américains. C'est un message envoyé au reste du monde et puis envoyé évidemment aux Iraniens pour montrer que ce régime, il tient. Merci beaucoup Magali Barthez. Maya Bonchipour, plus les mollahs tanguent, plus ils cognent vers l'intérieur. Et il est probable, selon vous, que la situation s'aggrave encore dans les prochaines heures ? Bien sûr, mais c'est encore une fois, comme je le dis, on le répète, nous les Iraniens, c'est le signe même d'une dictature. Une dictature sincère dans l'esprit des gens, s'occupe de l'intime. Une dictature comme celle-là ne veut pas laisser tomber. On a vu Bachar, comment il a fait pendant 10 ans de guerre civile. Il a tué probablement une centaine de milliers de personnes de sa propre population. On les connaît, ces mots-là. On les connaît, ces religieux qui, par l'entremise d'un Dieu que personne n'a vu, instaure leur pouvoir, ils ne lâcheront pas. Ce sont des criminels qu'on aimerait voir disparaître de la surface de l'Iran. Et c'est vraiment, ça doit être terrible dans ce pays où une majorité est contre cette secte et une petite minorité puissante et violente les tient aussi. Ce qui nous fait vraiment peur, vous avez vu les 2 premières semaines, les 10 premiers jours, il n'y a pas eu une répression féroce parce qu'ils espéraient que la révolte, la révolution retombe. Et comme ce n'est pas le cas, évidemment, ils tueront jusqu'au dernier pour rester. Est-ce que vous arrivez d'une manière ou d'une autre à entrer en contact avec vos proches encore dans le pays ? Je le rappelle, ça fait plusieurs jours qu'il y a la coupure Internet. Je parle, moi, de guerre d'obscurité. C'est une arme redoutable, en réalité, contre la population. Qu'en est-il de votre côté ? Bien sûr, d'un côté, Internet permet de se libérer, d'avoir l'information, mais quand vous le coupez, il n'y a plus rien. Moi, je n'ai de nouvelles de personne, absolument personne. On a organisé il y a 2 jours, hier, une petite manifestation à Poitiers. Et seulement un des 50 personnes présentes avait réussi à joindre sa famille par téléphone classique. On reste ensemble, bien sûr, mais Bonchipour, mais est-ce qu'on peut imaginer bien sûr, la répression se durcir encore, mais une militarisation de la répression. Est-ce que c'est ça l'étape supplémentaire ? Le chef de la police a déclaré que les forces de sécurité allaient encore durcir et que l'armée régulière allait être appelée en renfort. Oui, il est normal qu'un régime aussi radical que le régime de Téhéran roule les mécaniques et dise « attention, ça va être encore pire la prochaine fois ».
dont on a vu ces images assez épouvantables de Carizak et de l'Institut médico-légal de Téhéran avec ces cadavres en nombre impressionnant, parce qu'effectivement, contrairement au début de la manifestation, ça a été dit par Manchipour à l'instant, c'était relativement modéré. Il y a eu cette accélération jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Mais j'essaie de voir les résultats positifs du courage des manifestants. Il y a des morts, ils ne sont pas morts pour rien. Je veux dire en cela qu'il y a une manifestation extrêmement diffuse. Ce n'est pas 500 000 personnes qui manifestent dans un endroit, c'est partout, dans tous les quartiers, ça explose. Ce qui facilite entre nous la répression. Si vous avez 50 personnes dans une rue, comme cette fille qui racontait sa situation, quelques motards courent après, elle aurait pu être tuée, elle ne l'a pas été par hasard. Mais donc, ces manifestations sont dispersées. Mais ce qui est à craindre, c'est que, voyant justement ces morts, la population soit encore plus motivée pour résister. Il y a beaucoup de gens en Iran qui n'ont pas manifesté encore. Les manifestations, je regardais hier soir une site de l'armée israélienne qui montre bien les manifestations. Les banlieues de Téhéran n'ont pas manifesté. L'Azerbaïdjan, Tabriz, partiellement, n'ont pas manifesté parce qu'ils sont en attente, qu'est-ce qui va se passer, etc. Mais le fait de voir qu'aujourd'hui, des gens parfaitement innocents sont massacrés en nombre, crée partout dans tous les pays une réaction de solidarité. On n'a pas le droit de faire cela. Donc, au niveau de la population, mais aussi au niveau du pouvoir. On sait que la République islamique, c'est notamment les massacres de 1988, a été friande en grands massacres. Et les gens au pouvoir actuellement savent très bien que c'est négatif pour le système. C'est négatif vis-à-vis de Trump et des négociations éventuelles. Et donc, au niveau du gouvernement, on y reviendra, je pense, ensuite dans la discussion tout à l'heure, il y a des gens qui disent ce n'est pas la bonne méthode. Donc en Iran, ce qui est important sur la répression, c'est qu'il y a vraiment plusieurs camps et que le pouvoir est divisé. Certains veulent militariser, aller au fond et taper dans le tas et faire des milliers de morts en disant les gens seront terrorisés et resteront chez eux. D'autres qui disent c'est un mauvais calcul, ça fragilise le régime et ça montre notre faiblesse et notre incapacité à gérer le pays. Colonel, quelle est la capacité, selon vous, de l'Iran à monter encore d'un cran dans sa répression? Je parlais de militarisation. Je lisais dans certains papiers qu'il y avait maintenant peut-être des combattants étrangers, que déjà armés et gardiens de la Révolution étaient en réalité mêlés, qu'il y avait des bases cachées dans Téhéran. C'est très grand, Téhéran, il faut quand même le rappeler. C'est 10 millions de personnes, je crois. C'est ça? Qu'en est-il de cette capacité de la répression à monter en pression? De manière générale, l'Iran est un grand pays, avec une population très supérieure à celle de la France, par exemple, plus de 88 millions d'habitants. Et donc tout est à faire un peu de masse critique dans tout ça. Et on est face à un mouvement populaire qui est très étendu géographiquement, c'est peut-être la grande nouveauté, mais qui n'a pas forcément encore la masse critique en volume pour être capable de saturer un appareil sécuritaire qui est lui-même très fort, très puissant. Gardien de la Révolution, c'est plusieurs centaines de milliers de personnes, c'est 200 000, 300 000 personnes qui constituent un État dans l'État. L'armée, alors qui est un peu secondaire, mais c'est à peu près l'équivalent. Vous avez les forces de police, vous avez la VEVAC, vous avez les ministères du renseignement intérieur, vous avez un appareil sécuritaire qui est très important. Et qui rappelle par exemple celui d'Assad, effectivement. Et cet appareil sécuritaire qui en plus, du côté des gardiens de la Révolution, a plein de choses à défendre en réalité. Il ne va pas se laisser submerger comme ça, il ne va pas se laisser abattre. Donc la tentation très forte, oui, c'est d'aller instinctivement, c'est d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus loin de la violence. Face à des foules qui sont désarmées et qui, avec l'espoir que ça va finir par les terroriser. Alors effectivement, ces gardiens de la Révolution peuvent peut-être d'autant plus monter en pression qu'on apprend par l'ISW, par exemple, encore ce matin, qu'il y a plus d'agents de la sécurité iranienne qui sont morts lors des manifestations actuelles que lors de toute autre vague de protestation en Iran. Des images viennent de nous parvenir. Alors attention, communication, guerre de communication, tout ça est particulièrement... léché aussi en termes d'images. Il s'agit là d'images de funérailles, de forces de sécurité qui ont été tuées lors de ces manifestations. Guerre de communication, toujours important de l'avoir en tête. Dans cette guerre de communication, Meyer Manchipour, je me retourne vers vous à nouveau. On lit qu'il y a un espoir de voir potentiellement des gardiens de la Révolution fraterniser avec la population pour une raison très pragmatique, c'est que les familles de certains de ces gardiens sont, elles, également en situation difficile économiquement dans les provinces. Vous y croyez? Je voyais effectivement l'opposition qui appelle à cette fraternisation. Vous y croyez, vous? Vous voyez, en fait, moi, depuis que ça a commencé, j'ai toujours peur de la réaction démesurée du CEPA, des gardiens de la Révolution,
à qui le pays appartient. Ils ont tous les avantages. Si on devait arriver sur un régime présidentiel parlementaire classique, ils perdraient trop. Et donc, moi, j'ai peur qu'ils tirent dans le tas parce qu'ils ont tout. Et beaucoup d'Iraniens, beaucoup des parents, mon papa, d'autres, ils disent même ailleurs, ceux-là, comme vous dites, ils ont également leurs cousins, leurs cousines, leurs frères et leurs sœurs qui sont en difficulté, qui ne sont pas gardiens de la révolution et qui pensent également aux autres. Alors, juste si vous connaissez les Iraniens, l'Iran a donné entre 350 et 500 000 morts. C'est énorme, c'est un hécatombe pendant la guerre Iran-Irak. Les Iraniens sont ultra patriotes, ultra nationalistes. Donc, à un moment donné, tu ne peux pas tirer sur ton frère, sur ton cousin, sur ton compatriote. J'espère qu'ils arrêteront l'idéologie et qu'ils rejoindront. Je crois que c'est la seule solution. Il ne peut pas y avoir d'intervention extérieure. C'est inimaginable, ça ferait un carnage. La seule solution, c'est que le CEPA dépose les armes et dise bienvenue à la démocratie parlementaire. Mais Maya Monchipour, vous êtes d'accord, on ne peut pas dire que la totalité du peuple iranien est contre ce régime. Il y a une partie de la population donc, qui le soutient toujours. Je voyais, alors, encore une fois, moi, c'est avec mes petites lunettes de journaliste qui regarde la presse pour essayer de comprendre, mais qu'il y a encore potentiellement plus de 3 millions de soutiens purs et durs à ce régime et que si potentiellement il est fondamentalement en train de tanguer, de vaciller, pour autant, c'est loin d'être terminé pour lui. En fait, c'est toujours ma discussion avec la diaspora iranienne en France. Je leur dis, mais qui se ressemble, s'assemble. Nous, on est tous contre la République islamique, mais parce qu'on s'entend bien, on se ressemble, et donc on s'assemble. S'ils étaient aussi minoritaires que le parti basse de Saddam Hussein ou que les Alaouites de Gaddafi, ça serait tombé plus facilement. Ils sont minoritaires, mais ils sont quand même présents, soit par intérêt financier, vraiment, parce qu'ils détiennent tout, soit par idiotie religieuse. Idiotie religieuse, islam, intérêt financier, le CEPA qui leur donne tout. Ils existent et ils sont un danger. On reste ensemble. Bernard Hourcade, encore une fois, attention à ne pas s'emballer, à s'arrêter avec nos lunettes, à nous de Français, sur une situation qui est peut-être beaucoup plus complexe que ce qu'on aimerait qu'elle soit, finalement, peut-être ? Oui, tout à fait. Il faut, en particulier avec les images que l'on voit, il est difficile de mesurer les choses. Il faut raison garder. Il ne faut pas non plus minorer la gravité de la situation. Et c'est assez difficile. Vous parliez tout à l'heure de massacres généralisés et de la capacité des gardiens de la Révolution de pactiser, etc. Et Monchipour a tout à fait raison de dire que ce sont les mêmes qui sont d'un côté de l'autre de la barrière. Et on l'a vu en particulier en 2019, où c'était le commandant en chef des gardiens de la Révolution, l'ancien Mohsen Rezaï, qui a protesté par son propre cousin. Et son propre neveu était emprisonné, a été torturé dans les prisons. Donc, il y a aussi le fait que la foule qui manifeste aujourd'hui pour soutenir le régime, ce sont des gens qui cherchent aussi la sécurité, la stabilité. En Iran, les gens sont un peu paniqués en disant « qu'est-ce qui va se passer ?» Et donc, au secours, restons unis autant que possible. Et vous êtes toujours devant le grand dossier consacré à Trump, son plan pour frapper les mollahs. Trump va-t-il frapper pour aider les manifestants à faire tomber le régime ? Il le dit, les options militaires sont sur la table. Il le dit, ça ne veut pas dire que nous enverrons des troupes au sol, mais ça veut dire que nous les frapperons très, très fort, là où ça fait mal. Écoutez Donald Trump. Il semble que certaines personnes qui n'auraient pas dû être tuées l'aient été. Ce sont des personnes violentes. Si vous les appelez des dirigeants, je ne sais pas s'ils le sont, mais ils règnent par la violence. Et nous examinons la situation très sérieusement. L'armée se penche sur la question et nous envisageons des options très fermes. Nous prendrons une décision. Nous envisagerons des choses, des cibles qu'ils n'imagineraient même pas. S'ils font ça, nous les frapperons à des niveaux qu'ils n'ont jamais subis auparavant et ils n'en croiront pas leurs yeux. J'ai des options extrêmement puissantes, donc s'ils font ça, ils se heurteront à une force colossale. Il va nous dire dans un tout petit instant quelles sont ces options. C'est le colonel Michel Goya toujours avec nous, toujours Bernard Hourcade, toujours Magali Barthez. Et merci beaucoup Bernard Guetta d'avoir accepté notre invitation encore une fois aujourd'hui. Vous êtes bien sûr eurodéputé Renew et spécialiste de géopolitique internationale. Mais donc, selon le New York Times, le président américain a bel et bien été briefé directement par ses équipes sur les options à sa disposition pour essayer de faire tomber les mollahs, cible militaire, cible civile. On y va
colonel, devant l'écran, pour dire à nos téléspectateurs. Commençons par les options militaires. Quelles sont-elles, colonel ? Elles sont finalement assez réduites. Voilà, l'option 1, c'est les frappes aériennes. C'est-à-dire que concrètement, les États-Unis ont sur place des moyens aériens, des moyens de frappe. Ils ont une base au Qatar, Al Udeid, qui est colossale. C'est l'équivalent d'un porte-avions en termes de force aérienne. Ils peuvent faire venir assez rapidement un groupe aéronaval. Ils ont des bombardiers qui sont normalement sur l'île de Diego Garcia. Et donc, avec ça, ils peuvent lancer une grande campagne de frappe sur l'Iran. Alors après, il reste à savoir sur quoi on tape. Et là, il faut taper sur des choses qui ne gênent pas. Je veux dire qu'il ne faut pas toucher la population. Donc ça, c'est un critère, quand même, une contrainte considérable. Il ne faut pas empêcher, par exemple, les manifestations. Donc il faut frapper des cibles très précises. Voilà, on a des exemples. Alors, ça peut être des cibles du programme nucléaire. On peut remettre une couche d'une certaine façon. Ça mange pas de pain. On peut aussi frapper des cibles du régime, des gardiens de la Révolution, donc des cibles militaires. L'idée étant d'exercer une pression, d'affaiblir. Voilà, donc là, on est sur des sites nucléaires. L'idée étant d'affaiblir le régime, d'affaiblir les gardiens de la Révolution en particulier, et au moins d'exercer une pression sur eux pour les obliger à céder et à négocier. Donc, site militaire, c'est très clair. Les installations nucléaires, on y est. Et donc, dernière apparition, les infrastructures du régime. Voilà, avec cette particularité, c'est, à moins de travailler avec les Israéliens, que les Américains n'ont pas forcément cette implantation locale qui leur permettrait d'éliminer directement, sur place, un certain nombre de cadres du régime. Donc, ils peuvent le faire par la voie des airs et ils peuvent frapper très fort. C'est un peu le scénario libyen de 2011, c'est-à-dire que vous avez une campagne aérienne qui vient en appui d'une rébellion locale. Mais les frappes ne sont pas la seule option sur la table. Non, alors il y a d'autres possibilités, des possibilités d'action beaucoup plus clandestines en réalité. Donc des cyberattaques, c'est-à-dire on a parlé de la guerre de communication, que le pays, le régime coupait autant que possible les communications des manifestants, ne serait-ce d'ailleurs pour éviter qu'ils se coordonnent. On peut faire, les Américains peuvent essayer de faire la même chose contre leurs adversaires, contre le régime, essayer de couper, de faire des attaques, de gêner la communication, de faire des intrusions, de faire de l'information, et peut-être même inversement, d'aider la population à, au contraire, elle-même communiquer. Alors, mais ça supposerait, par exemple, d'introduire, par exemple, des stations Starlink, mais il faut les amener, les stations Starlink. Et ça m'amène d'ailleurs à une autre option, qui est celle de l'action, effectivement, clandestine, physique, sur place, où on aide la population à établir la communication, mais peut-être aussi, au bout du compte, faudra-t-il envisager aussi de l'armée. Si la répression reste aussi forte, et si même elle se durcit, et si les frappes aériennes éventuelles ne changent rien à l'attitude du régime, il basculera dans quelque chose qui sera beaucoup plus violent et qui ressemblera clairement à une guerre civile. Merci beaucoup, colonel. On prend la direction de la Maison-Blanche pour retrouver Justine Jankowski. Merci beaucoup d'être avec nous en direct. Justine, avec Mathieu Derrien. Faut-il prendre très au sérieux les déclarations de Donald Trump, le président américain? Selon vous, depuis Washington, mettra-t-il à exécution ces menaces de frapper très fort le régime iranien? Ce qui est sûr, c'est qu'ici, personne ne prend ces menaces à la légère. On l'a vu avec son intervention au Venezuela. Il est tout à fait capable de mettre ces menaces à exécution. Et d'ailleurs, beaucoup ici font le parallèle entre les deux situations. On entend dans les médias des journalistes, des analystes qui disent Donald Trump avait menacé le président Maduro des semaines avant sa capture. Et on voit une situation assez similaire avec l'Iran, puisque cela fait au moins 10 jours depuis le 2 janvier que Donald Trump dit que si le régime iranien tue ces manifestants, les États-Unis interviendraient pour les sauver. Il a dit lui-même qu'il était briefé toutes les heures, donc il suit la situation de très près. Et on a vu cette pression s'accentuer ces derniers jours, ce week-end, avec la communication de son administration. Il y a eu d'abord un message de la part de Marco Rubio, son secrétaire d'État, qui dit que les États-Unis soutiennent les manifestants iraniens. Il y a aussi
aussi eu ce message sur X de la part du sénateur Lindsey Graham, qui est très proche de Donald Trump, qui dit, en s'adressant aux manifestants, votre cauchemar est bientôt terminé. Donc on sent cette pression qui s'accentue. La seule question maintenant, c'est quelle décision Donald Trump va-t-il prendre? Et on le sait, demain, il tiendra une réunion avec son conseil de sécurité, justement pour sous-peser toutes ces options. On reparle dans un instant, Justine, de ces contacts qui seraient pris entre la Maison-Blanche et le régime en vue d'éventuelles tractations. On se retrouve dans quelques instants. Merci beaucoup avec Mathieu Derrien. Oui, le prendre très, très au sérieux. Je lisais ces mots dans Le Parisien. La tentation du coup de grâce existe du côté du président américain. Vous en pensez quoi, Bernard Guetta ? Écoutez, cette tentation doit exister certainement parce que le régime iranien est aujourd'hui considérablement affaibli. Je considère pour ma part qu'il est mort. Mort, quand je dis mort, ça ne veut pas dire qu'il va tomber demain, qu'on va voir l'ayatollah Khamenei prendre un avion pour Moscou, etc. Mais ce régime est épuisé politiquement, économiquement, religieusement. Parce que ce régime religieux a réussi quand même la prouesse de détourner une très large partie de la population des mosquées, des mollahs et tout simplement de la foi. C'est un résultat assez spectaculaire pour une théocratie. Et donc, ce régime, aujourd'hui, oui, il peut tirer. Il a des arsenaux qui sont relativement pleins, d'ailleurs. Il a des arsenaux avec des balles. Il peut tirer dans la foule. Mais les arsenaux, ça se vide. Et puis, surtout, une fois qu'on a terrorisé, tué, massacré, il y a vraisemblablement non pas des centaines de morts, mais des milliers de morts aujourd'hui en Iran. Je dis vraisemblablement, personne ne peut compter, mais quand on voit le nombre de manifestations et la manière dont les forces du désordre, je dirais, réagissent, oui, on peut tabler là-dessus. Qu'est-ce qu'ils vont faire après ? Les coffres sont vides. Ils ne peuvent pas augmenter les salaires, ils ne peuvent pas développer l'assistance sociale, les programmes sociaux, ils ne peuvent pas développer les universités, ils ne peuvent pas développer les hôpitaux, les infrastructures, n'en parlons pas. Ce régime est absolument à bout, il est d'ores et déjà mort. Donc pour vous, Trump n'a plus grand-chose à faire et devrait y aller ? Non, justement, Trump peut avoir la tentation très forte, vraisemblablement, de se dire « je peux donner le coup de grâce ». Voilà, justement. Je peux donner le coup de grâce et je peux apparaître comme l'homme qui aurait fait tomber ce régime, alors qu'en vérité, ce régime, il est politiquement parlant tombé. Je vois que M. Ourcade n'est pas d'accord avec moi. Non, tout à fait d'accord avec vous sur le fait que la situation est extrêmement catastrophique en Iran et qu'ils sont arrivés à une extrémité. Mais cette constatation est faite par les gens du régime aussi. Oui, bien sûr. Si on veut faire tomber un régime aussi démocratique que l'Iran, il faut qu'il y ait une opposition construite, et ce n'est pas le cas. Elle est très divisée et encore pas unanime, donc ce n'est pas suffisant. Mais il faut surtout que dans l'appareil d'État qui gouverne, il y ait des fissures. Il faut qu'il y ait des gens qui disent « ça ne continue pas comme ça ». Si je veux sauver l'essentiel, au moins quelques éléments de ma République islamique, de mes capitaux, de ce que j'ai pris, il faut trouver une porte de sortie. Mais alors, nous sommes loin d'être en désaccord. Parce que je crois que l'un des objectifs, justement, de frappe, quelle qu'elle soit, de frappe militaire, serait d'humilier le régime vis-à-vis de la population, et donc par là même d'encourager la population, mais aussi très profondément, d'augmenter les fissures, d'élargir les fissures que l'on voit déjà, et pas seulement depuis 8 jours, depuis beaucoup plus longtemps, à l'intérieur de ce régime. Et il y a forcément aujourd'hui, je crois que vous en parliez tout à l'heure, en tout cas c'est absolument incontestable, il y a aujourd'hui des courants différents à l'intérieur du régime et qui sont très opposés. Il y en a même à l'intérieur des gardiens de la Révolution qui sont un État dans l'État, qui contrôle 60% de l'économie du pays et qui sont l'armée du régime. Un dernier mot, j'entendais évoquer la possibilité d'une intervention de l'armée régulière, non pas des gardiens de la Révolution, mais de l'armée régulière. Alors ça, ou bien ils sont devenus complètement fous à la tête du régime, parce que faire intervenir aujourd'hui l'armée régulière, c'est courir, pour le régime, le risque d'une fraternisation de la troupe avec les manifestants. Les gardiens de la Révolution
peuvent rester au nom de leurs intérêts complètement opposés aux manifestants la troupe de l'armée régulière. Alors là, je ne le ferai pas à leur place. Colonel, votre regard, Trump, selon vous, va finir par le faire, ce coup de grâce, comme je l'ai vu écrit ce matin. Est-ce que en ce moment, il temporise parce qu'il y a des raisons très techniques, il faut préparer les bases dans la région? On se souvient, après Israël, le Qatar avait été visé. Il faut préparer quand même un tout petit peu ses intérêts dans le coin. Parce qu'il y a le problème du groupe aéronaval qui est trop loin, il est en mer de Chine. Est-ce que c'est une question de temps et de logistique américaine ? Non, je ne pense pas. C'est-à-dire que les Américains ont déjà des moyens de faire des choses, d'autant plus que s'ils se lancent dans cette affaire, c'est quelque chose qui devrait durer, ça laissera le temps au groupe aéronaval, à l'Abraham Lincoln de venir de mer de Chine. Donc ils ont déjà les moyens de faire quelque chose et ils sont déjà prêts depuis longtemps. Il ne faut pas oublier qu'il y a déjà eu une attaque en juin dernier, qu'il y a déjà eu une pseudo-riposte iranienne, donc ils sont déjà prêts à l'affrontement depuis longtemps. Donc je pense que puis, autre question, oui, est-ce qu'il va le faire ? Écoutez, à force de dire je vais le faire, il est un peu obligé, quoi. Sinon, il se retrouve tel Barack Obama disant attention, si Assad. Obama qui n'avait pas soutenu le mouvement vert contre le régime en 2009. Ça va être terrible. Non, oui, exactement, et qui s'était déballonné au moment de la Syrie. En Syrie, face à Assad. Donc là, je ne pense pas qu'il veuille le faire, donc il fera quelque chose. Je pense qu'il est freiné parce que, d'abord, la question qu'on peut se poser, c'est quel est l'état final recherché en termes militaires des Américains dans cette affaire. Vous avez entendu dire qu'en Iran, il y a pas mal de pétrole. Voilà. Monsieur Trump possède le pétrole américain, vénézuélien depuis quelques jours. Oui. Avec l'Iran en plus, pas forcément direct, ça ferait plus de 50-60% de réserve mondiale. Je pense, juste pour terminer, que oui, ce qu'il arrangerait plutôt, c'est un régime qui s'accommode avec lui. Comme au Venezuela. Ils disent, OK, voilà, on fait éventuellement quelques réformes, on abandonne le programme nucléaire, et puis voilà, on se met d'accord avec vous. Et ça suffirait pour... je pense à Donald Trump, quel que soit, même si ça reste une dictature comme au Venezuela. Et donc, en réalité, je ne pense pas qu'il veut décapiter. Je pense qu'il veut exercer une pression. Il veut négocier par la force. Justement, négocier, c'est un mot qu'on va appuyer dans quelques instants. Mais Magali, je voulais vous entendre sur Trump et ses velléités, volonté, capacité. Je voulais le voir du point de vue de la politique américaine, en fait, parce que la tentation du coup de grâce du côté de Donald Trump, elle existe, c'est une certitude. Et en plus, certaines figures du Parti républicain le poussent. Les Lindsey Graham, par exemple, qui ont vraiment fait qui ont l'Iran dans le collimateur depuis des années, veulent en finir justement parce que le régime n'a jamais été aussi affaibli et qu'ils se disent que c'est le moment ou jamais de se débarrasser de ce régime honni. Après, attention, parce que c'est un pari extrêmement risqué. Il y a les élections de mi-mandat qui arrivent en novembre. Est-ce que les électeurs américains qui n'ont pas voté pour un interventionnisme à tout crin du nouveau président américain vont le suivre ? Si derrière, après les frappes, quelle est la suite ? Si on a une guerre civile, s'il n'y a pas de personne à mettre en effet pour unir l'opposition, si on n'a pas prévu la suite, ça peut être un pari extrêmement risqué. Les Américains sont traumatisés par ce qui s'est passé en Irak. Donc attention pour Donald Trump, il est vraiment sur une ligne de crête. C'est pour ça que pour lui, la meilleure solution, c'est évidemment une forme de négociation. Alors avec justement, une pression. On va y venir pas à pas à cette question de la négociation, elle est centrale. Mais d'abord, le régime iranien, il menace lui aussi de son côté. Il menace bien évidemment de représailles les États-Unis avec ce tweet de Khamenei, avec ce dessin, vous voyez là, une sorte de sarcophage de style pharaonique qui est détruit avec la tête, le personnage de Donald Trump. Ça, c'est pour l'image. Et puis il y a les mots. Les mots, celui qui est assis là, dit-il, avec arrogance et orgueil, en jugeant tout le monde, qu'il sache aussi que d'habitude, les tyrans, les orgueilleux du monde, comme Pharaon, Nemrod, Reza Kazan ou encore Mohamed Reza et leurs semblables, quand ils étaient au sommet de leur orgueil, ont été renversés. Celui-ci aussi sera renversé. Et ce n'est pas tout. Écoutez, par exemple, le président du Parlement ou encore le ministre des Affaires étrangères iranien. La République islamique d'Iran ne cherche pas la guerre, mais est tout à fait préparée pour la guerre. Sachez qu'en cas d'attaque contre l'Iran, Israël et les bases militaires américaines dans la région seront nos cibles légitimes. Et avec toutes ces déclarations claires que vous avez faites au sujet de l'invasion de l'Iran,
Nous ne nous limiterons pas à une simple réaction. Nous agirons en fonction des signes de menace. Il était nécessaire de vous le dire, à vous et à tous vos alliés dans la région, afin d'éviter toute erreur de calcul. Sinon, il sera trop tard pour le regretter. Vous commencez à nous connaître, on aime bien mettre des faits derrière les mots. Alors ça, c'est notre boulot ensemble, colonel. Cette question, les Iraniens ont-ils en effet les moyens de riposter? Je rappelle que l'Iran a été quand même très durement touché il y a à peine 6 mois maintenant. Oui, effectivement, l'Iran a perdu beaucoup de moyens d'action, de liberté d'action. Alors, elle a été frappée par Israël sur son territoire. Sa défense aérienne, sa capacité de frappe a été très amoindrie. Et aussi, il ne faut pas l'oublier, ses alliés dans la région ont été quand même très affaiblis, ou elle est coupée d'une partie d'eux. Et donc, globalement, les moyens d'action de l'Iran sont quand même assez réduits, assez limités, mais ils ne sont pas inexistants pour autant. Alors, de quoi dispose-t-il ? D'abord, oui, ce qui est évident, c'est leur force. Ils ont conservé encore une force de frappe, concrètement des missiles, entre 2000 et 3000 missiles balistiques ou de croisière, ainsi que des flottes de drones que l'on connaît bien. Bon, ok, donc ils ont une force de frappe. Avec cette force de frappe, ils peuvent essayer de saturer les défenses américaines et de taper sur les bases qui sont dans la région, au Qatar, à Bahreïn, au Koweït, ou alors les petites bases qui sont encore en Irak et en Syrie. Donc il y a pas mal de cibles en réalité. Maintenant, ces cibles sont bien défendues. Voilà, on les voit. Donc c'est des cibles très importantes. Maintenant, ces cibles, elles sont, ce sont les bases américaines dans la région, plus ou moins grandes. Donc voilà, frapper tout ça, c'est possible. Ils avaient touché le Qatar, donc on s'en souvient. Oui, ils ont fait une sorte de pseudo-attaque, c'est-à-dire qu'ils ont averti tout le monde parce qu'il fallait faire une démonstration de force, mais dans le fond, ils ne voulaient pas affronter, ils ne voulaient pas d'escalade avec les États-Unis. Maintenant, peut-être qui sont obligés, en tout cas, d'essayer d'avoir une escalade, d'avoir vraiment des effets militaires contre les Américains. Donc, ils peuvent essayer de saturer. Ils peuvent aussi, je l'ai un peu évoqué, attaquer ces bases utilisées encore. Vous voyez, en Irak, ils ont encore des soutiens. En Irak, ils ont encore des milices et des unités de mobilisation populaire qui peuvent attaquer les bases, les Américains qui sont encore sur place. Il n'y en a pas beaucoup. En Syrie, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Et puis, il y a une autre capacité d'action, c'est l'action plus clandestine. Il ne faut pas oublier que quand nous, Français, qu'on était en confrontation avec l'Iran dans les années 80, les Iraniens ont réussi à organiser toute une série d'attaques terroristes, y compris jusqu'au cœur de Paris, et à nous attaquer aussi, même nous faire plier d'ailleurs, d'une autre façon. Donc il y a peut-être aussi une carte à jouer de cette façon. Mais globalement, voilà, il faut retenir, les moyens ne sont pas très importants, mais il suffirait par exemple qu'un seul missile réussissent à franchir les défenses américaines, frappent une base et tuent par exemple une dizaine de soldats américains, pour que déjà ce soit un coup dur pour Donald Trump. Merci infiniment, colonel Goya. Bernard Guetta, existe-t-il un risque d'une riposte, la riposte qui serait encore plus dévastatrice ? Écoutez, le régime iranien a certainement encore des possibilités militaires de riposter à des frappes américaines. Mais là n'est pas vraiment la question. Parce que s'il y a frappe américaine, l'opposition, les manifestants sont galvanisés immédiatement en disant « mais voilà, ça y est, la cavalerie arrive à notre rescousse, on est sauvés ». Vive Trump, par parenthèse, vive Trump à ce moment-là. Et deuxièmement, et surtout, on assistera à l'élargissement des fractures au sein de ce régime, entre ceux qui diront résistance, et à mon avis, ils ne seront pas tellement nombreux, et ceux qui diront il faut trouver un accord, un compromis avec les Américains pour éviter que ça ne dérape complètement pour nous. Alors je le promettais, il faut qu'on en vienne à un mot, le mot négociation, qui a émergé très fort ces dernières heures. Donald Trump est le premier justement à avoir fait monter cette idée. Une rencontre serait même en cours de préparation. Écoute le président américain. On en reparle juste après. Les dirigeants iraniens ont appelé. Ils veulent négocier. Je pense qu'ils en ont assez de se faire cogner par les États-Unis. Une rencontre est en préparation. Mais nous pourrions devoir agir à cause de ce qu'il se passe avant la rencontre. Du côté des Iraniens, ministre des Affaires étrangères, nous sommes également prêts à des négociations, dit-il. Mais ces négociations doivent être équitables avec des droits égaux et fondés sur le respect mutuel. On y va ? Ça va être ça l'issue ? Ça va être ça la négociation ? Ça va être un accord sur le nucléaire ? Une partie de l'appareil gouvernemental, du régime iranien, le souhaite, évidemment.
Évidemment que toute une partie le souhaite, mais encore faut-il trouver les bases d'un compromis sur le programme nucléaire. Et ce n'est pas absolument évident. Les Iraniens, une partie des Iraniens, ceux qui sont partisans d'un compromis, de la recherche d'un compromis, se disent que de toute manière, ils ne peuvent pas aujourd'hui, même à moyenne échéance, réellement redévelopper leur programme nucléaire. Donc pourquoi ne pas l'abandonner ou l'abandonner aux 3/4 dans une négociation avec les Américains en échange d'une levée partielle ou totale des sanctions et donc d'une survie partielle de ce régime. Mais pour ça, il faut trouver la réelle possibilité d'un compromis. Or, les Américains, étant donné que le rapport de force est pour eux, exigeront la fin totale du programme nucléaire, même du programme soi-disant civil des Iraniens, les Iraniens auront beaucoup de mal à accepter cette fin totale, parce qu'à ce moment-là, ils se mettent à nu, ils disent « nous sommes fichus », ils disent voilà, nous avons tout abandonné, et à ce moment-là, la population ne les suit plus du tout. C'est fini. Je viens vers vous tout de suite, Bernard Rocade, mais je reprends la direction de Washington. Elle nous attend, Justine Jankowski, avec Mathieu Derrien. Justine, est-ce qu'elle se précise, cette rencontre Maison-Blanche-Téhéran? Sait-on à quel niveau, d'ailleurs, ces contacts sont pris entre Washington et Téhéran? Alors pour l'instant, la Maison-Blanche n'a rien confirmé, mais effectivement, vous l'avez montré à l'antenne, Donald Trump a dit aux journalistes à bord du Air Force One qu'une réunion était en cours d'organisation. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que le ministre des Affaires étrangères iranien a pris contact ce week-end avec Steve Witkoff, l'envoyé spécial américain dans la région, selon deux sources anonymes. Ce sont deux sources qui disent ça dans les médias américains. Alors on ne sait pas si c'est un contact par SMS ou par téléphone, mais ce que l'on sait, c'est que c'est cette conversation qui serait à l'initiative d'une potentielle rencontre. Ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que ce canal de communication entre le ministre des Affaires étrangères iranien et Steve Witkoff, il n'est pas nouveau. Ils se sont déjà parlé par SMS l'année dernière lors des négociations entre les États-Unis et l'Iran sur le programme nucléaire iranien. Donc ce n'est pas une nouvelle prise de contact, mais en tout cas ils se sont parlé ce week-end pour discuter donc d'une potentielle rencontre. On ne sait toujours pas quand ni où et quel sera l'ordre du jour, mais on imagine bien qu'il s'agit là d'une tentative des Iraniens de gagner du temps face aux menaces de Donald Trump. Merci Justine Jankowski avec Mathieu Derrien depuis Washington. Merci à tous les deux. Et donc Bernard Rocade, donc il y a l'accord sur le nucléaire iranien et vous l'avez évoqué tous sur le plateau, le pétrole. Trump le transactionnel, Trump qui a fait ce qu'il a fait au Venezuela, ça aussi, ça peut être sur la table des discussions dans les toutes prochaines heures? C'est un élément important. Je crois que, contrairement à ce que je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure, les frappes américaines ou israéliennes vont donner un sursis à nouveau au régime comme la dernière guerre. Mais les négociations avec l'Iran, avec les États-Unis, sont le cœur de l'opposition en Iran. Il y a dans le gouvernement iranien des gens comme M. Jalili, proche du guide, les plus conservateurs, qui refusent toute discussion avec les États-Unis et veulent libérer Jérusalem, la guerre avec Israël, etc., et réprimer. De l'autre côté, les gens du gouvernement actuel sont farouchement en faveur des négociations avec Israël pour retrouver l'accord sur le nucléaire de 2015. Et donc, à l'intérieur du régime, c'était un combat à mort, je dirais, entre les deux. Et c'est de là que peut venir le changement et une réponse à ce que demande la population. Les bombardements, tout cela, ça pourra arriver, mais la population quand on est bombardé, on est solidaire et finalement, ça sera un sursis pour les mollahs. Mais la clé, c'est effectivement les États-Unis. C'est là que ça se passe. Et donc, si Trump accepte de négocier, ça veut dire qu'à l'intérieur de l'Iran, le régime lui-même commence à se fracturer fondamentalement et c'est le début du commencement de la fin.